Exact. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Normalement, nous sommes 4 devant votre écran. N'hésitez pas. Oui, super. Bonjour, bonsoir. Salut Samy. Salut tout le Super. monde. On est ravis d'être avec vous. Bienvenue pour ce dernier meet-up de l'année 2020. Ça y est, on termine sur Lifetorn, un peu comme on l'a commencé malheureusement. Alors, pour vous refaire une petite intro des meet-up LPCI, donc c'est des meet-up qui ont lieu tous les mois. On est le petit frère, la petite sœur de la Product Conference qui a, elle, lieu une fois par an, au mois de juin. Donc là, ça sera l'année prochaine, on espère. En vrai, on pourra se serrer dans les bras et se serrer la main, on l'espère tous. En tout cas, les meet-up LPCI ont pour but d'évoquer des sujets produits, que ce soit autour de la data, autour du growth, autour de l'UX Writing, comme c'est le cas ce soir. Et vous pouvez retrouver tous les précédents talks, que ce soit au format vidéo ou audio, sur les liens que je viens de vous poser dans le channel chat. Alors, vous l'aurez compris, on a plusieurs petits channels sur le côté de votre écran. Donc, chat pour se dire bonjour, raconter des blagues, nous partager vos commentaires. Et l'onglet questions, où là, vous pouvez nous poser vos questions et vous avez également la possibilité de voter pour les questions auxquelles vous aimeriez avoir absolument une réponse. Et on y apportera une réponse à la fin de cette table ronde. Ce soir, je suis accompagnée donc de 3 speakers, Audrey, Sophie, Jérémy. Bonsoir à tous les 3. Salut. Salut. Salut tout le monde. Donc pendant environ 40-45 minutes, on va parler du X-Writing. On va le faire en 3 temps. On va commencer par parler vraiment de c'est quoi le job d'un UX-Writer, c'est quoi les contours de son poste, que ce soit les compétences, le périmètre, mais également à quel moment il faut que notre UX-Writer s'intercale sur les sujets. On fera dans un deuxième temps, on fera un focus sur le recrutement et sur les tips, comment bien recruter son UX Writer. Et puis, dans un troisième temps, on ira un petit peu plus loin sur des questions plus liées à l'international, la data, etc., etc., et sans oublier vos questions. Je vous propose de commencer. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, on ne vous en voudra pas. Vous aurez le replay plutôt demain. Allez, pour commencer le sujet, je vous propose qu'on se mette tous d'accord autour de la définition de ce qu'est un UX Writer. Est-ce que, Sophie, par exemple, tu pourrais nous donner ta définition? Car toi, tu es notre UX Writer de ce soir. Tu es chez... D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté correctement. Je n'osais pas te le dire, hein, j'osais pas te le dire. On l'a vu arriver. Eh bien oui. Alors, on recommence sur les présentations. Enfin, on commence un peu. Sophie, qui est avec nous ce soir, est UX Writer chez Doctolib. Audrey, qui est directeur UX chez Open Classroom. Et Jérémy, qui est l'un des cofondateurs de The Design Group. Ça y est, vous savez tout, c'est bon. Allez, on revient sur la définition. Est-ce que Sophie, tu pourrais nous faire un petit résumé de ce qu'est ton poste aujourd'hui? Oui, bien sûr. Du coup, pour donner une définition un petit peu simple de l'UX Writer, j'ai un peu envie de dire qu'un UX Writer, c'est un designer, mais pour les mots. Pour donner un peu plus de contexte sur ce que fait un UX Writer au quotidien, donc l'objectif de l'UX Writer, en fait, c'est de produire ou d'optimiser le contenu d'une interface, que ce soit un produit, que ce soit un site web ou un site mobile. En fait, le but final, c'est d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Donc, en fait, je parlais de designer au tout début. En fait, l'UX Writer travaille en collaboration avec les product designers, mais l'équipe produit en général, dans la conception du produit et de solutions pour l'utilisateur. Pour la définition de l'UX Writer, je pense que c'est assez clair, mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est ce que n'est pas un UX Writer. En fait, on a souvent tendance à penser que l'UX Writer, c'est un peu le copywriter côté produit, mais j'insiste vraiment sur la définition du fait que c'est vraiment un designer pour les mots et c'est pas un traducteur, c'est pas un copywriter au sens marketing du terme, c'est pas non plus le collaborateur qui est dans l'équipe qui va se contenter de relire les maquettes et corriger les fautes avant la mise en prod. C'est pas non plus une personne qui remplit les blancs sur le design pour mettre les mots à la fin. C'est vraiment un collaborateur avec qui on va trouver et designer les solutions finales pour l'utilisateur. Ok, très clair.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette belle définition, Audrey, Jérémy? Moi, je suis très en phase avec la définition de Sophie. Je pense que c'est ça, ouais, c'est designer une expérience avec des mots. Donc, effectivement, ça se fait main dans la main avec les designers et avec toutes les autres équipes d'ailleurs aussi. Et si on veut rajouter un mot sur cette mission avec des objectifs ultra concrets, on va parler de rendre l'expérience claire, simple, cohérente. Et ça, on peut en dire autant du designer, en fait. Donc, effectivement, la mission et son impact au sein de l'équipe produit, ça va être très similaire par différents moyens qui sont les mots, comme l'a très bien dit Sophie. Mais on va attendre beaucoup de réflexion, de mindset de designer chez l'UX Writer. Et c'est en ça que ce rôle est souvent articulé aussi à l'équipe UX ou à l'équipe design. Ok, très clair. Et alors, cet UX Writer, il a des compétences. Pour vous, c'est quoi les compétences clés de ce profil? Du coup, pour rebondir un peu sur ce que disait Sophie, je pense que voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est designer une expérience mais avec des mots. Donc pour moi, en fait, il y a tout un tas de compétences en fait qui sont communes à celles des designers. Donc c'est-à-dire qu'on va demander à la personne d'avoir des grandes qualités de communication, d'être capable de faire aussi de la user research pour essayer de comprendre quel était le problème, comprendre quels sont les comportements, quels sont les besoins, quels sont les attendus. Va y avoir aussi des skills proches des designers sur tout ce qui est architecture de l'information, par exemple. Être capable aussi de créer des empathy maps ou des customer journées, ça peut être très intéressant, par exemple, quand ils travaillent sur les emails. Voilà, il y a des méthodos qui sont communes, comme le design thinking, qui peut être utilisé pour les deux disciplines. Et puis après, il va y avoir des skills supplémentaires, comme déjà être bon en orthographe, en grammaire. C'est un peu bête, mais je pense que c'est la base. Il y a un côté créativité aussi, créativité sur le côté un peu fabricant de mots, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas le côté créatif. Il y a besoin d'une compréhension assez fine du langage, de la sémantique, des terminologies. Et je pense aussi à un esprit de synthèse et de concision qui est primordial. Je ne sais pas, j'imagine que Jérémy ou Sophie, vous avez sûrement des choses à rajouter là-dessus. Moi, je suis hyper alignée avec ce que tu dis sur les capacités aussi d'un illustrateur à avoir les mêmes compétences et à parler le même langage qu'un designer. C'est pour ça que j'insiste toujours là-dessus sur le fait qu'un illustrateur, c'est pas juste un profil avec des capacités rédactionnelles. Moi, avant de rejoindre Doctolib, j'étais freelance et en fait, du coup, j'ai fait le design crew aussi pour m'aligner en fait sur toutes les outils et en fait le langage des designers pour vraiment qu'on soit des collaborateurs. Par exemple, la maîtrise de Figma, pour moi, c'était essentiel et ça l'est toujours aujourd'hui dans mon quotidien chez Doctolib, mais aussi d'avoir une vision, comme tu le disais, Audrey, plus globale, parce qu'en fait, le contenu et un écran sur lequel on est en train de travailler s'inscrit dans un flow en entier, s'inscrit dans un produit plus global. Et voilà, il faut aussi être capable d'avoir cette vision un peu macro du produit. Tu as parlé de design crew, peut-être, Jérémy, tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est, ce que vous faites? Je vais juste rajouter un truc sur ce que disait Sophie, parce que ça fera très bien le lien, et je parle juste après, bien sûr, de ce qu'on fait chez The Design Crew, notamment en lien avec l'UX Writing. Effectivement, là, Sophie vient vraiment de parler aussi de l'aspect collaboratif et produit, réflexion, problème qu'un UX Writer peut avoir. Et donc, pourquoi on le met en exergue, ce point-là? Parce qu'un UX Writer, il va devoir comprendre un peu les composantes pour quelles raisons on construit cette feature, pour quel type de user, quelles vont être leurs intentions, leur mode de pensée quand ils vont se rencontrer face à la feature, pour vraiment concevoir la meilleure solution. Donc, encore une fois, des points assez similaires à ce qu'on peut attendre du designer. Et donc, pour ça, il va devoir s'interfacer et parler avec plusieurs membres de la squad produit, que ce soit l'EPM et le designer en particulier, mais aussi potentiellement les devs et les user researchers. Donc, je peux que acquiescer sur ce que Sophie commençait à lister en termes de compétences, l'aspect collaboratif et réflexion problème, qui sont vraiment aussi 2 points clés. Et donc, chez The Design Crew, du coup, nous, on fait des formations en product design. On a une formation actuelle qui est l'Advanced en 8 samedis pour les gens qui veulent se former au product design et monter d'un coup d'un niveau. Et on lance aussi un bootcamp de reconversion en product design pour les nouveaux designers, on va dire, dès l'année prochaine. Et donc, l'UX Writing, on a intégré ça très récemment
comme un module à part entière dans notre formation Advance à partir de septembre. On fait un cours sur plus d'une demi-journée avec de la pratique sur cette thématique. Ok, super. Bah, c'est bien parce que ce type de formation, ça va pouvoir aider les UX writers à monter en compétences, à pouvoir progresser au quotidien et dans la durée. Est-ce que, pour vous, comment on fait pour accompagner justement un UX writer dans sa montée en compétences? Et puis au final, comment on arrive à l'évaluer pour s'assurer que ce profil continue à monter en compétences tout au long de sa carrière? Donc là, je vais répondre à ça plutôt avec la casquette de Head of Design chez Drivig et Terrand, qui était mon rôle avant de rejoindre The Design Crew en associé. Et donc, il y a deux parties de ta question. Il y a l'accompagner, ensuite l'évaluer, ce rôle-là au sein de l'équipe produit. Donc, dans accompagner, il y a tout un enjeu d'évangélisation. Il faut que l'équipe soit un peu prête à recevoir les compétences de l'UX Writer et que les connexions se fassent bien avec les membres de l'équipe, qu'il soit considéré dans son entièreté, dans toute la valeur qu'il peut amener, et non pas comme disait Sophie au début, comme quelqu'un qui va retoucher les mots à la fin de chaque feature sans grande valeur ajoutée. Et du coup, moi, mon rôle, il y avait déjà comment on l'intègre, quelle introduction je fais à l'équipe de ce besoin et de ce métier. Ensuite, quelle connexion j'essaie de créer avec lui en termes de process et en termes de, je dirais, de valeur ajoutée, encore une fois, dans les projets, pour qu'il soit au mieux dans ce milieu de l'équipe produit. Et ensuite, dans un peu l'accompagnement en compétences et l'évaluation, moi, il y a un point, donc on va voir qu'il y a des points qui sont assez similaires au design, mais il y a un point qui est vraiment, je trouve, spécifique à l'UX Writing, c'est le côté priorisation et proactivité. Donc 2 points en fait. Priorisation parce que, je pense que Sophie, tu dois le vivre maintenant à Doctolib, tu nous le diras, mais tu es sur beaucoup de chantiers et les interfaces sont composées majoritairement de mots. On chie de la copie et des mots constamment en fait. Donc on ne peut pas être partout. Et pour autant, il faut quand même réussir à élever le niveau à la fois dans les fondations et dans les nouvelles features, dans les anciennes features, etc. Donc une vraie capacité de priorisation, et nous, on peut, en tant que manager d'équipe design, les aider énormément dessus. Et le deuxième point qui était la proactivité, parce que il va être appelé de toute façon sur certains projets prioritaires, mais je pense qu'il faut beaucoup de proactivité pour notamment construire des bonnes fondations au sein de l'équipe et changer un peu la façon dont on travaille. Donc c'est 2 points sur lesquels je mettrais vraiment l'accent. Et juste pour compléter là-dessus, c'est vrai que sur la priorisation, c'est important parce que, je ne sais pas comment c'est dans les autres équipes, mais chez nous, les UX writers, je crois que Sophie, c'est pareil chez Doctolib, en fait, ils sont transverses, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une squad attitrée. Donc, encore plus besoin de prioriser sur quel sujet ils vont intervenir. Parce que, voilà, comme tu le dis, quand tu as 5-6 squads, et je crois que Doctolib, il y en a encore plus que ça, les UX writers ne peuvent pas intervenir sur tous les projets. Donc, je te rejoins totalement sur le côté priorisation. Très bien. Peut-être que je peux rajouter un dernier point, c'est forcément la qualité des propositions en UX Writing. Et ça, je pense que Audrey et Sophie le vivent tous les jours aussi. Mais dans l'accompagnement et l'évaluation, bien sûr qu'on va aussi essayer de monter en compétence sur la qualité de la copie, sur les principes du UX Writing qu'on va mettre en œuvre et d'arriver toujours à des solutions plus efficaces le plus rapidement possible. Il me semble que de ton côté, Audrey, chez Open Classroom, vous avez justement travaillé sur les compétences de ces profils. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, tout à fait. Bah oui, du coup, quand je suis arrivée, en fait, les 2 UX writers de mon équipe sont arrivés en même temps que moi. Donc, on a dû tout construire un petit peu de zéro. Et on avait déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Open Classroom, on a une grille de salaire qui est transparente. Et donc, en fait, qui dit grille de salaire transparente, c'est top. Quand on voit ça de l'extérieur, moi, je me suis toujours dit, waouh, c'est génial. Et en fait, maintenant que je suis en tant que manager dans une entreprise qui a une grille de salaire transparente, je me fais, ah ouais, en fait, c'est énormément de travail. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut pouvoir mapper les skills de l'équipe. Il faut pouvoir être capable de confronter, mais comparer les profils les uns aux autres. Et donc, du coup, forcément, on n'allait pas utiliser la grille de compétences des product designers, ça ne faisait pas sens. Donc, on a créé une grille de compétences spéciale pour les UX writers. Et en fait, là où j'ai beaucoup de chance, encore une fois, c'est que j'ai pu m'appuyer sur la façon dont on crée nos frameworks de skills chez Open Classrooms, puisque chez Open Classrooms, on fait des formations. Donc, il y a tout un système pour créer des frameworks de compétences. Et donc, du coup, je me suis appuyée sur cette méthode-là. Et donc, je ne vais pas tout détailler, mais en gros, comment ça se passe la méthode, on fait un questionnaire en fait qu'on envoie à l'équipe, donc aux product designers, aux UX writers, et puis je l'ai envoyé un petit peu plus largement pour avoir plus de réponses. Ensuite, on prend ces réponses-là
on en fait un tri de cartes. Et ensuite, donc, on fait pareil, participer plusieurs personnes à ce tri de cartes pour essayer de regrouper les compétences qui sont sorties en grandes catégories. Et ensuite, avec l'outil qu'on a utilisé, qui s'appelle Optimal Workshop, ça nous donne des dendogrammes et ça nous donne des graphiques en fait, qui nous permettent de distinguer 4 ou 5 grandes catégories, grands blocs de compétences. Et donc, dans ces blocs de compétences-là, comme je le disais tout à l'heure, on va retrouver des compétences qui sont propres à la recherche, à la compréhension du besoin. Ça va être tout un peu la phase de cadrage. Il y a des compétences qui vont être liées à la définition, quelle stratégie je propose, quelle va être la tonalité souhaitée, quelle va être l'expérience souhaitée. Ensuite, il y a un bloc de compétences sur tout ce qui est idéation et puis delivery, donc là où on va vraiment produire le contenu. Et on a aussi identifié tout un bloc de compétences autour de l'accompagnement et la maintenabilité. Donc, l'accompagnement, ça va être tout ce qui est évangélisation. Et puis, maintenabilité, tout ce qui va être glossaire, style guide, design system, enfin, ou en tout cas, tout ce qui va justement, ou best practice aussi sur comment on va accompagner d'autres personnes de l'entreprise aussi à monter en compétences sur l'UX Writing. Ok, très clair. Alors, on a commencé à parler de priorisation, de périmètre, de responsabilité. Ça peut être assez vaste, j'ai l'impression. Et on a déjà quelques questions en parallèle qui nous demandent justement, c'est quoi le scope d'un UX Writer? Est-ce que ça se limite juste à l'expérience du produit? Il y a Nicolas qui nous demande également pourquoi on ne répartit pas la responsabilité de choisir quoi écrire entre les product designers et les PM. Est-ce que sur cet aspect périmètre, vous avez déjà une réponse? Peut-être toi, Sophie, dans ton quotidien, comment tu le gères, ce périmètre de ton côté? Alors du coup, chez Doctolib, mon périmètre, c'est une réponse qui est bateau et qui va un peu dans le sens de ce que tu disais, mais c'est le produit en entier, en fait. Comme les product designers, en fait, mon périmètre, c'est vraiment le produit. Aujourd'hui, donc, j'interviens sur l'optimisation et la création du contenu pour le produit français, puisque du coup, ma langue natale, c'est le français. Et on a recruté un autre UX Writer qui, du coup, son scope et son périmètre, ça va être le produit en Allemagne, puisque du coup, Doctolib est disponible en France et en Allemagne. En fait, même si le scope de l'UX Writer, c'est le produit, il y a d'autres, on va dire, métiers transverses qui vont forcément nous concerner aussi, et avec les équipes avec lesquelles on va devoir travailler. Je pense notamment au product marketing, au customer support, à tous les enjeux aussi stratégiques, brand, etc. Donc, même si notre scope, ça va être le produit, comme le produit, en fait, c'est la colonne vertébrale de Doctolib, en l'occurrence, c'est vraiment central. Tout ce qui va concerner le produit, on va forcément être en collaboration avec eux. Donc, on va avoir une relation, vraiment une collaboration assez proche. On va leur partager tous les outils sur lesquels on travaille pour qu'ils aient une idée de ce qu'on fait sur le produit, typiquement un glossaire, le content system, donc qui est l'équivalent du design system et pour le contenu. J'imagine qu'on en parlera peut-être un peu plus en détail après. Mais voilà, en fait, toutes ces informations et tous les outils sur lesquels on travaille, on va leur partager pour que justement, on ait une vraie continuité, une vraie cohérence dans l'expérience utilisateur. Donc, même si mon scope et mon périmètre se limitent au produit, ça n'empêche pas d'être encore plus transverse avec les autres équipes marketing, customer support, etc. Ok, ça marche. Effectivement, on va revenir sur les outils. Audrey, le skill guide dont tu as parlé évoque déjà des curiosités, donc on y reviendra un petit peu après. Peut-être juste pour… Jérémy, tu voulais peut-être… Mais c'était pour rebondir sur la question que tu as citée sur les responsabilités et pourquoi ce n'était pas des PM ou les product designers qui font des textes. Ouais, je pense que le fait d'avoir justement quelqu'un qui est honneur des textes, je pense qu'on en reparlera aussi un peu plus tout à l'heure, mais c'est hyper important pour la cohérence. Aussi, il faut se dire, voilà, un product designer ou un PM, ce n'est pas forcément leur cœur de métier non plus. Ils ne sont pas tous à l'aise pour écrire des textes. Voilà, je pense qu'il y a à la fois un souci de cohérence. Je ne sais pas, Jérémy, si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Non, mais c'est ça, c'est une vraie expertise. Alors, effectivement, quand on n'a pas encore le budget ou qu'on est une petite équipe, moi, j'encourage à se former au principe de UX Writing. Bien sûr, le PM et le designer. Et effectivement, souvent, la copie est rédigée soit par le PM, soit le designer, soit les deux. Donc, on peut déjà avoir une première étape où on peut commencer à se former. Mais c'est une expertise à part entière qui a beaucoup trop d'impact sur le produit, puisque, encore une fois, les mots constituent la majorité de l'expérience.
et que ce soit sur la performance du produit ou sur son utilisabilité, d'avoir un UX Writer, ça change vraiment les choses. Donc, il y a une notion de échelle de la boîte, de budget, mais dès qu'on peut débloquer les ressources pour un rôle expert UX Writer, on va pouvoir monter en compétence sur le scope de l'UX Writer, mais aussi par ce qu'on a cité, les guidelines, le lexique. On va tous monter en compétence en fait grâce à lui. Très, très, très clair. Et imaginons, dans mon équipe, là, je vais lancer une nouvelle feature. Pour vous, à quel moment le profil d'un UX Writer doit-il intervenir? Quand est-ce que je l'appelle? Je dis, là, ça y est, on veut faire ça, je suis prête. Il faut que je lui demande à quel moment. Du coup, ouais, je vais prendre ça un petit peu. Moi, je dirais, donc, comme souvent, la réponse est le plus tôt possible. Maintenant, dans la réalité, c'est toujours plus dur à faire qu'à dire, parce qu'on dit ça des devs, on dit ça des designers, du PM, bien sûr, etc. Je vais quand même dire qu'il y a quand même un intérêt dans la phase un peu discovery, donc en amont, quand on parle de définition, de synthèse du problème, de même compréhension du problème. Un UX Writer peut déjà avoir des billes à apporter là-dedans. Déjà, sur les user research, typiquement un exemple concret, de pouvoir comprendre vraiment l'état d'esprit d'un utilisateur lors de l'utilisation d'une feature, dans quel mindset il est. Si je prends l'exemple de booker une voiture chez Getaround, bah, qu'est-ce qu'il va utiliser comme terme lorsqu'il va chercher une voiture, où est-ce qu'il va mettre l'accent, qu'est-ce qu'il recherche exactement comme information. Tout ça, si l'UX Writer peut le comprendre dès la phase problème, en fait, en observant ou via ce qu'on retire de la recherche, c'est toujours un plus pour la suite quand on va concevoir les meilleures solutions. Ensuite, il y a le côté un peu, encore une fois, essayer de penser avant visuel, on va penser information, on va penser hiérarchie, on va penser content, donc c'est un peu content first design, et donc assez tôt, en fait, on va dire dans cette fois la phase solution, mais dès l'idéation, dès les premières idées, ça peut être idéal d'avoir un UX Writer avec lequel faire un duo et un peu bosser sur, en tout cas réfléchir à la solution. Donc idéalement le plus tôt possible. Maintenant, de façon plus concrète, nous, clairement, il y avait une vraie collaboration dans la phase solution avec le designer, un peu en continu via Figma. J'ai cherché le logiciel, mais c'est plus vraiment un logiciel, quoi. Mais bref, via Figma, via les design critiques ou content critiques, etc. Ça, dès la phase solution, il y a vraiment pas mal d'échanges. Ok, très clair. Ouais, moi, juste pour rajouter un petit truc, parce que globalement, c'est ça aussi. Nous, on essaye d'identifier les différents types de sujets. Donc, effectivement, des sujets qui vont être plus des sujets de discovery, où du coup, on va avoir besoin que l'UX Writer intervienne plus en amont, des sujets qui sont des features déjà existantes sur lesquelles il y a déjà eu un travail, où là, on va plus être en check qualité. Je pense que déjà, ça, c'est important d'identifier les différents types de sujets. Et on a mis en place aussi des choses qui sont autour de la terminologie, en fait. Quand on fait un nouveau sujet, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a dû travailler sur la vidéo, et ben, c'est hyper important, en fait, de mettre à plat des termes et une terminologie. Et en fait, on se rend compte que du coup, l'impact, il est encore plus que juste le produit, mais il est carrément sur même la façon dont on va travailler en interne. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord dès le début sur des termes structurants, de dire, OK, quand on travaille sur la vidéo, ça, on appelle ça une session, ça, on appelle ça, machin, ça. Et bien ça, c'est hyper structurant, en fait, dès le début. Ça peut ensuite impacter le code, ça peut impacter les mots qui vont être mis même dans des fichiers des designers. Donc voilà, on essaye d'identifier les sujets sur lesquels il y a un gros besoin en terminologie, d'alignement sur la terminologie, quand on commence un nouveau sujet notamment. Ok. Et est-ce que vous avez d'autres exemples concrets qui ont permis justement de se rendre compte que le travail qui a été réalisé par un UX Writer a permis de concevoir un produit qui est finalement plus performant? Est-ce que vous en avez? Ouais, moi j'en ai quelques-uns. Peut-être que Sophie, tu pourras compléter toi aussi. Moi, je vais parler du coup Mike, qui est toujours UX Writer chez Getaround, qui m'a d'ailleurs appris beaucoup de choses que je retranscris aujourd'hui. Et donc, je parle d'abord de Getaround, et ensuite, j'ai d'autres exemples qui sont un peu des exemples scolaires de l'impact de l'UX Writing sur la growth chez Google ou Pinterest. Mais chez Getaround, moi, il y a deux impacts qui me viennent en tête. Il y a l'acquisition de propriétaires. Donc, je ne vais pas vous refaire toute la description de ce qu'est Getaround, mais en gros, c'est une plateforme qui met en relation des gens qui veulent louer des voitures et des gens qui louent leur propre voiture.
Et il y a tout un enjeu en fait de, bien sûr, marketing, puis product marketing, puis produit, de convertir en fait quelqu'un qui est intéressé pour louer sa propre voiture et au final qu'il finisse par choisir l'option avec Drive Open où il va installer un boîtier dans cette voiture. Et donc là, on a un flow qui va être assez simple en termes d'UX pur, de navigation, d'interaction, et qui va être hyper, on va dire, compliqué au niveau du wording, de ce qu'on va pouvoir dire, et à la fois de trouver la bonne balance entre éduquer, aider à faire les meilleures décisions, mais aussi convaincre et un peu marketer. Et donc là, l'UX Writing peut avoir vraiment un impact très fort en termes de conversion sur le funnel entier, en termes de première approche dès la landing, etc. Donc ça va être UX Writing pendant Product Marketing, mais avec quand même aussi, le long du flow, des réflexions vraiment aide et accompagnement user. Donc ça, c'est chez Getaron. Il y en a un autre que Mike a fait récemment, il est venu en parler d'ailleurs sur un webinaire The Design Crew. Il parlait de la notification à la fin d'une location de voiture où on te parle de ton ajustement d'essence. Est-ce que tu en as mis trop ou pas? Est-ce que tu es remboursé, etc. Et ça, on les a retravaillés et le taux d'ouverture a été beaucoup plus grand avec une information qui était beaucoup plus scannable, immédiate, tout ça. Et les deux exemples très rapidement sur Google et Pinterest. Google, il y a eu je suis allé le revoir tout à l'heure pour être sûr, il y a eu un impact de 17% de conversion sur deux mots. Deux mots de book a room versus check availability pour aller réserver une chambre d'hôtel. Et donc là, on est dans un flow produit de recherche. Et book a room, c'était déjà trop engageant en fait au niveau du flow, où les personnes s'attendaient déjà à quasiment payer, choisir cette chambre, alors que c'était plutôt une notion de tu vas voir plusieurs options de logement et tu vas voir les disponibilités. Donc là, l'UX Writing a un impact de 17% en deux mots, ce qui est énorme dans l'engagement de cette feature, et parce qu'il a mieux compris, enfin dans la réflexion design et dans la solution writing, le mindset en fait ou l'état d'esprit de l'utilisateur à ce moment-là. Et Pinterest regarde ça sur plein de flows de partage par exemple ou de création de boards de pins où ils vont aider, suggérer les bons types de boards ou le partage par exemple ils appellent ça send and not share. Ils ne parlent pas de partage comme communément on l'appelle. Ils appellent ça send en termes de writing parce que c'est souvent des choses plus intimes que tu vas partager avec du contexte et envoyer plus que partager, on va dire, à beaucoup de gens sur les réseaux. Voici un peu pour les exemples que j'ai en tête. Moi, je suis convaincu que ça a un impact énorme sur la performance produit et qu'il ne faut vraiment pas l'ignorer. Sophie, est-ce que chez Doctolib, vous avez justement des KPIs pour vérifier cette performance de votre côté? Ça va être aussi toutes les performances qui sont suivies par les différentes feature teams et en fait on va pas cibler, enfin on peut pas toujours cibler en fait précisément que le wording a un impact très précis sur la conversion ou sur le passage d'une étape à une autre, mais c'est plus en fait dans sa globalité qu'on va pouvoir, enfin tu vois comme je le disais tout à l'heure, le l'UX writing et le design c'est vraiment un binôme, donc on peut pas toujours déterminer que c'est tel wording qui a changé la phase du workflow, on va dire. Mais voilà, c'est plutôt dans sa globalité. Ça va être de la conversion. On va se rendre compte qu'en fait, l'utilisateur a pu traverser le funnel d'une manière plus fluide, de manière plus rapide. Il a pu prendre un rendez-vous sans contrainte. Il n'y a pas eu un drop énorme à une étape précise. Voilà, c'est tout cet ensemble en fait qu'on va suivre. Et du coup, le fait d'être dans les feature teams et de travailler en binôme avec le designer, en fait, ça permet d'optimiser l'UX en général et en incluant le contenu avec. Moi, je pense que vraiment un moyen de regarder l'impact du wording tout seul, c'est l'A/B testing, quoi. C'est-à-dire vraiment d'avoir exactement le même écran avec deux wordings différents. Et là, on peut mesurer réellement l'impact. C'est vrai que sinon, c'est compliqué à mesurer sur une interface globale. Voilà, en test utilisateur, on a des fois des retours où on sent que c'est le wording qui pose problème. Donc voilà, des fois, on va réussir à avoir ce genre d'infos, mais sinon, c'est vrai que c'est plus compliqué à calculer l'impact. Et d'ailleurs, pour l'anecdote test utilisateur, moi, via The Design Crew, mais même en général, j'ai vraiment observé que la plupart des points bloquants revenaient de l'information et du texte. Maintenant, en fait, les navigations classiques, mobile ou web, on commence à connaître, les utilisateurs commencent à se familiariser,
Donc, c'est moins des problèmes souvent enfin, ça peut arriver en navigation et d'interaction, mais très, très souvent, c'est des problèmes d'information et de texte. Et c'est hyper important de s'en rendre compte dans l'utilisabilité. Voilà, ça me faisait penser à ça, Audrey. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Jérémy, parce qu'en fait, c'est d'autant plus vrai, en tout cas chez Doctolib, avec l'audience praticien qu'on a, qui, du coup, Doctolib, c'est un outil de productivité pour eux, et du coup, ils ont leur jargon professionnel, leur jargon médical, et du coup, c'est important. Enfin, je suis pas praticien, donc je peux pas toujours deviner les termes, mais en fait, la user research va vraiment servir le UX-Writing sur ce sujet-là, parce qu'en fait, on va avoir les termes et les retours très précis des utilisateurs, et du coup, ça va permettre d'enrichir et d'avoir les bons mots sur les interfaces qu'ils utilisent tous les jours dans le cadre de leur consultation et du suivi médical. Donc, ouais, c'est hyper important aussi. Merci Sophie pour ce complément. Je vous propose de passer à la deuxième phase de cette table ronde avec un focus un petit peu plus lié au recrutement. Comment on fait pour recruter un bon UX Writer. Typiquement, moi en ce moment, la startup que j'accompagne, on a un product designer. Ça se passe très bien. On partage tous les deux, même tous les trois avec notre responsable produit, le travail autour de ces mots. Mais à quel moment est-ce qu'il y a un bon moment où cette startup pourrait se dire OK, là, il faut qu'on recrute, on a besoin d'aide, je lance une chasse. C'est une bonne question et c'est pas une question simple, encore une fois, parce qu'on va parler d'échelle de boîte, de budget, déjà comme première brique. Nous, chez Getarand, typiquement, moi j'ai rejoint en 2017, on a recruté Mike en octobre 2019. Pour autant, on avait le besoin et on avait identifié ce besoin depuis le début. Donc, c'est pas parce que il vous faut des compétences en writing que c'est si simple de passer le cap du recrutement. Je travaillais beaucoup avec Nicolas, co-founder de Drivey, qui lui aussi était hyper conscient de ça. Donc, ça a aidé d'être deux. Et on a déjà construit l'équipe Product Design Core pour être sûr que les squads étaient staffés. Et on a essayé de monter en compétences en writing, en Product Design. Et ensuite, dès qu'on a pu, valider le budget parce que Getarand, au niveau global, avait beaucoup plus d'impact international, qu'on avait plus de budget du coup, après le rachat Getarand, forcément, on parle d'un budget plus gros. Là, on s'est dit que c'était le moment d'enclencher ça et de recruter. Ça, c'est le premier point, c'est ça. Le deuxième point, c'est être sûr d'avoir, encore une fois, une équipe assez mature, pas recruter un UX-Writer trop tôt et ne pas savoir comment l'intégrer, ne pas lui donner les bons projets. Ça peut être source de frustration et de peu d'impact pour les deux côtés. Donc, être sûr de au moins s'éduquer un peu sur la valeur de ce rôle, quoi. Et ensuite, l'internationalisation, on en a parlé, mais effectivement, la langue master qu'on va utiliser pour concevoir le produit, il va être ensuite traduit en plein de locales différentes. Et plus cette langue est mauvaise, plus les locales vont être forcément par effet ricochet mauvaises. Et donc, l'un des moyens de monter là-dessus en qualité, c'est d'avoir un UX Writer qui gère déjà la première langue master. Et dans l'idéal, comme disait Sophie, peut-être avoir même des UX Writers spécialisés à l'international. Voilà ce que je peux dire déjà. Ouais. Ouais, moi, je suis très en phase parce que du coup, je suis complètement en phase avec toi sur le côté maturité et taille d'équipe. Donc moi, je sais que les UX Writers ont été embauchés juste avant que j'arrive, mais elles sont arrivées en même temps que moi. Et donc, en fait, de ce que j'ai compris, en fait, ça avait été… donc déjà, il y avait déjà 5 product designers dans l'équipe. Donc, voilà, c'était quand même déjà une bonne équipe. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait plein de soucis. Il y avait un problème vraiment de owning autour des mots, quoi, qui est responsable. Et en fait, ça ralentissait énormément les sprints de développement, c'est-à-dire qu'il y avait des tâches qui restaient bloquées en QA parce que personne n'était capable de trancher, parce que personne ne savait dire qu'est-ce qu'on fait là-dessus, etc. Et donc, en fait, c'est l'équipe et c'est les développeurs, d'ailleurs, qui ont poussé, les développeurs et les designers qui ont dit, mais en fait, on ne peut pas continuer comme ça, on a besoin de quelqu'un qui soit expert là-dedans, etc. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Et ça a été ensuite appuyé par le CTO qui est très, très sensible à ces problématiques-là. Et ils se sont vraiment rendus compte d'une vraie différence. Depuis qu'il y a les filles, ils se sont rendus compte vraiment que ça a fluidifié le process et ils ont même gagné, je crois que c'était 10 à 20% sur l'efficacité
par rapport à avant sur le time to market, quoi. Donc, c'est quand même assez énorme. Donc, après, il y en a peut-être aussi qui ont ce genre de problématique de… je ne sais pas si c'était très propre à Open Classrooms ou si d'autres rencontrent ça. Mais voilà, de sujets qui traînent tout simplement parce que personne n'est capable de trancher, personne n'est capable de prendre des décisions autour des mots, quoi. Il me semble que toi, Sophie, tu as dû recruter, justement, c'était pour l'Allemagne, je crois. Oui. Est-ce que, par rapport à ton expérience de ce recrutement, et là, avec le recul, est-ce que tu as des conseils pour qu'on réalise au mieux notre prochain recrutement? Les conseils, déjà, principalement, c'est il n'y a pas vraiment de profil type. C'est assez difficile, oui et non, de recruter un UX Writer parce qu'en fait, comme il n'y a pas de profil type, c'est vrai qu'il y a des profils qui ont quand même un peu plus de privilèges, on va dire, pour tendre vers le métier du UX Writer. Je pense notamment aux product designers, aux user researchers, mais aussi les content marketeurs ou les rédacteurs techniques peuvent aussi devenir de très bons UX Writers. Il y a un conseil que je donnerais, c'est pas faire l'erreur de penser que tous les rédacteurs font des UX writers, parce qu'en fait, l'UX writing, on en a bien parlé jusqu'à maintenant, mais l'idée, c'est quand même de beaucoup réfléchir, de beaucoup brainstormer et d'être dans une phase de réflexion assez importante pour produire peu de mots. Donc en fait, ça intéresse pas beaucoup de rédacteurs, et parfois j'ai l'occasion d'échanger sur ce métier-là parce qu'on me demande justement qu'est-ce que fait un UX writer au quotidien, et je le dis assez franchement et assez rapidement que le but, si on est passionné par la rédaction et qu'on a envie de beaucoup rédiger et de faire des envolées lyriques, c'est pas vraiment vers ce métier-là qu'il faut se tourner. Du coup, tous les rédacteurs n'ont pas forcément de lien avec l'UX writing. Je préfère quand même que ça soit dit. Et il y a quand même aussi un gros gap entre ce qu'on peut faire côté marketing en tant que content marketeur et ce qu'on peut faire en produit en tant que UX writer. Du coup, moi, pour recruter un UX writer, je me suis pas trop penchée sur les capacités rédactionnelles sont importantes pour moi, mais elles sont pas centrales, parce que du coup, je vais plutôt évaluer la capacité à trouver une solution, à faire face à des contraintes, à expliquer cette réflexion, parce qu'en tant que UX writer, on est souvent très challengé sur les choix des mots. Pourquoi ce mot plutôt qu'un autre? Et en fait, il faut être assez solide dans sa réflexion et dans le choix de sa solution pour pouvoir en fait justement clore tous ces débats et puis proposer la solution finale qui soit en fait la meilleure pour l'utilisateur. L'objectif de l'UX Writer, c'est pas de dire en fait j'écris ce que moi je pense être le plus pertinent, mais j'écris ce que l'utilisateur a besoin de lire à cet instant précis. Donc voilà, en fait, mes conseils, ça sera vraiment de vraiment challenger le candidat sur l'UX, sur la capacité à proposer une solution. Pourquoi es-tu arrivé à ce wording, plutôt que d'évaluer en fait une tournure de phrase. Réécrire, je pense que c'est quelque chose d'accessible à tous les bons rédacteurs, mais justement de trouver une solution qui est adaptée à l'utilisateur, c'est un peu plus challengeant, et ça intéresse aussi, encore une fois, pas tous les rédacteurs de se tourner vers ce métier-là. Donc voilà, moi, ce que j'évalue, c'est surtout l'UX. C'est marrant ce que la réflexion que tu fais, en fait, ça me fait penser à quelque chose. Enfin, c'est un peu une digression, mais en fait, je rapproche ça des designers versus les directeurs artistiques. Tu vois, on avait avant des personnes qui étaient plus dans la DA, dans la créa, etc. Et après, on a eu des personnes qui étaient plus dans la rationalisation, dans la prise de besoin. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu un parallèle par rapport à ce que tu dis sur les différents profils de personnes qui peuvent effectivement créer, qui peuvent écrire, mais qui ne vont pas forcément être faits pour être UX Writer, par exemple. Ouais, ou tout simplement en fait intéressé, parce que en échangeant avec des rédacteurs et puis en ayant été moi-même côté marketing il y a plus de 3 ans, je me rends compte que c'est pas le même métier. Et en fait, tous les profils content marketeurs que j'ai rencontrés ont pas vraiment d'intérêt aujourd'hui pour le UX writing, parce qu'en fait, eux, ce qui les passionne, c'est la rédaction, c'est plus le côté storytelling qu'on peut avoir un peu côté marketing et qu'on a un peu moins côté UX writing, parce qu'on est dans un contenu très pratique, très utile, très clair, très synthétique. Donc, du coup, là, j'essaye aussi de déceler un peu tout ça dans un process de recrutement pour être sûr d'avoir
le profil plutôt designer que marketeur. Ouais, parce qu'après, il y a quand même le côté, enfin, je sais pas, Jérémy, c'est peut-être sûrement des trucs aussi là-dessus, mais il y a le côté un peu trendy en ce moment aussi de l'UX Writing. Et nous qui avons ouvert un poste il n'y a pas longtemps, on a eu vraiment énormément de personnes qui ont postulé qui n'étaient pas du tout UX Writer, en fait. Donc, c'est très, très, très compliqué de faire le tri, effectivement. Et enfin, je pense que Sophie, ce que tu dis, ça aide. Mais voilà, c'est ça. On voit aussi que c'est un peu le buzzword du moment. Donc, tout le monde a un petit peu envie aussi de faire du UX Writing, mais ne sait pas forcément tout ce qu'il y a derrière et ce que ça veut dire. Donc, Ouais, non, c'est sûr, hein. C'est un métier qui est assez nouveau de toute façon, mais surtout en France, parce qu'aux États-Unis, ça fait quand même quelques années qu'il existe, mais en France, c'est vraiment nouveau qu'on parle du X-Writing comme ce soir, de façon démocratisée pour une équipe produit. Et donc oui, effectivement, il y a plein de types de profils différents. Moi, je dirais ne pas fermer la porte aux profils qui ne sont pas tech, mais Sophie l'a bien dit, effectivement, il y a des profils privilégiés qui ont compris un peu les mécanismes de construire un produit, de bosser avec des designers, etc. Maintenant, il ne faut pas se fermer. C'est plus dur pour des gens qui viennent d'autres milieux que la tech, mais ce n'est pas infaisable. Et si on a quelqu'un qui réfléchit bien et qui, effectivement, comme dit Sophie, ne veut pas écrire des romans, mais veut concevoir des solutions efficaces, ça peut marcher. Moi, j'ai peut-être un dernier tip sur le recrutement, c'est ne pas hésiter à solliciter les réseaux, justement, comme c'est un métier assez nouveau. Faut peut-être quelquefois aller les chercher, être proactif, que ce soit les communautés sur Slack, sur LinkedIn, sur Medium ou même Facebook, et même quelquefois aller voir hors de France si vous avez vraiment besoin d'un UX Writer et qu'en France, vous ne trouvez pas encore votre perle rare. Comme ça, c'est nouveau, encore une fois, il ne faut pas hésiter à aller chercher au Royaume-Uni, par exemple, ou dans d'autres pays, quoi. Maintenant, heureusement, on commence à avoir des super profils en France. Donc, bon, bien sûr, cherchez ici avant, quoi. Je crois qu'on en a une autour de cette table ce soir, hein. Une fois qu'on a fait le recrutement, c'est bien. C'est déjà une bonne partie de gagner. Mais est-ce que le plus dur, c'est pas après l'intégration dans l'équipe? Comment ça se passe, cette partie-là? C'est pas facile, j'ai l'impression. Ouais. Nous, on en a parlé. Je l'avais cité dans une des questions que tu avais avant. Effectivement, c'est une vraie question de l'UX Writing, l'UX Writer au sein de l'équipe produit. Moi, en tant que Head of Design chez Getaround, j'avais vraiment pris le parti de l'UX Writer rejoindre l'équipe Design et donc participe au même rituel, à un état d'esprit qui est vraiment proche. Et je vais vraiment essayer de créer une collaboration, une familiarité entre ces deux rôles qui est la plus poreuse possible, quoi, où ils vont vraiment se nourrir l'un l'autre. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les rituels de l'équipe design, comme le design weekly qu'on faisait toutes les 2 semaines, où on présente un peu à la fois des choses qui nous intéressent, nos travaux, qu'on parle des nouvelles un peu pour l'équipe, de la culture, que ce soit les design critiques, où l'UX Writer peut avoir des super points de feedback en UX comme en copy, et des sessions de user research, ne pas hésiter à les encourager aussi à y participer s'ils sont intéressés, qu'ils ont le temps, bien sûr. Donc tout ça, faut vraiment pas hésiter. Et l'autre point d'intégration sur lequel moi j'ai mis l'accent, c'est l'UX Writing, ou l'UX Writer en tout cas, dans le design system, donc dans le projet design system dans son entièreté. Et donc là, nous, on a eu la chance d'avoir une squad dédiée, donc pas à 100% de son temps au niveau des individus. On avait une squad design system, et l'UX Writer, Mike, du coup, a rejoint cette squad-là et a pu travailler sur des parties structurantes du design system. Donc, le lexique, on l'a intégré plus ou moins, en tout cas, en termes de réflexion au design system, mais aussi au niveau des composants. D'avoir une réflexion copie, ça peut être super utile dans les composants qui ont le plus de texte. On parle des modèles d'erreur, on parle des call-outs. Il y a plein de composants, en fait, où d'avoir des guidelines à la fois génériques au design system, mais spécifiques aux composants en writing peut vraiment aider l'équipe à mieux les utiliser en cas de plus impactant. Ça, c'est 2 points, je dirais, où je l'ai vraiment, du coup, traité un peu comme un designer dans l'équipe, mais avec sa spécialité. Et bien sûr, ensuite, il aura ses propres rituels, ses propres scopes et missions. Typiquement, on a lancé des content critiques une fois que Mike a rejoint l'équipe pour avoir des discussions autour de la copie. On va dire 75% copie et 25% peut-être UI ou design. Mais on va vraiment prendre une demi-heure, 1 heure en parlant de la copie pour certains projets. À l'inverse, où les design critiques, on va peut-être parler 25% de la copie et ça va toujours être trop court. Donc, on a eu ce type de propre rituel à l'UX Writing et ses propres projets type
que ce soit lexique, on en a déjà parlé, refonte un peu de nos push notifications, notre système de mailing, etc. Il y a plein de projets, ou même traduction du produit pour un nouveau pays. Il y a plein de projets qui vont être clairement très propres et spécifiques à l'UX-Writing. Merci, Jérémy. Est-ce que les filles, vous qui avez aussi intégré des users writers dans vos équipes, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des recos? Peut-être moi juste sur justement enfin pas un échec, mais parce qu'en fait avant d'avoir Louise et Hélène dans l'équipe, en fait il y avait déjà eu un premier test d'intégrer quelqu'un en UX Writing en fait, mais c'était il y a 1 an et quelques, donc peut-être que la boîte n'était pas encore assez mature, voilà, enfin il y a sûrement quelque chose. Je pense aussi le fait que cette personne était seule, où là on a fait le choix de dire on embauche tout de suite 2 personnes. Je pense que ça peut aider aussi dans le sens où voilà, elles peuvent se challenger, elles ont pu construire les process ensemble. Et puis après, à mon avis, il y a le côté communication aussi, mais peut-être que le fait qu'il était seul aussi ne l'aidait pas forcément à aller communiquer bien avec toutes les différentes teams, faire les passerelles qu'il faut. Donc voilà, en tout cas, effectivement, de faire attention quand on embauche un UX Writer et aussi de bien définir son scope, parce qu'il y avait aussi eu un problème de surcharge. Dans le sens où en fait il a ouvert trop de portes, il a voulu traiter tout et donc du coup il s'est trouvé complètement submergé. Donc je pense que ça c'est aussi important de faire attention à bien définir dans un premier temps qu'est-ce que va faire l'UX Writer, qu'est-ce qu'il ne va pas faire, quitte à ensuite réouvrir un petit peu en disant voilà, au début on va faire que les projets roadmap et puis peut-être qu'au fur et à mesure on viendra aider par-ci par-là, mais je pense qu'il faut le faire au fur et à mesure pour pas se retrouver surchargé. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais je pense que le workload des UX writers c'est un vrai sujet. On a une question en parallèle de Louise qui nous demande quelle relation de travail construire entre une team du UX-Writer et la direction communication marketing. Est-ce que justement, comment on fait pour intégrer ces profils avec ces équipes aussi en parallèle? Est-ce que vous avez déjà vécu ça ou des recos pour que ça se passe bien? Moi, peut-être juste très rapidement, du coup, en fait, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'au début, on a fait un scope très, très réduit. Et puis là, on est au fur et à mesure en train d'ouvrir. Et donc, ça va vraiment passer beaucoup par du relationnel, par avoir des points de contact dans les autres équipes. Et là, elles sont en train de créer une petite communauté, en fait. Ça peut être intéressant de se dire, créer une petite communauté autour des gens qui écrivent du contenu. Il y a ceux qui écrivent pour les réseaux sociaux, ceux qui écrivent pour les blogs, ceux qui écrivent pour le marketing, etc. Et du coup, de créer une petite communauté qui puisse partager certaines bonnes pratiques de writing. Pour l'instant, voilà à peu près où on en est, nous. Ouais, je peux compléter pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, parce que effectivement, on en a parlé plus tôt en disant que le scope de l'UX Writer, c'est le produit. Donc, en le limitant au produit dans un premier temps et après en ouvrant en tout cas des collaborations. Moi, ce qui m'a aidé à collaborer de manière très fluide avec les autres équipes comme le marketing ou le product marketing, par exemple, c'est le fait d'avoir créé le content system avec toutes les guidelines qui sont relatives au produit et à la manière d'écrire le contenu sur le produit. En fait, en les publiant et en les présentant aux différentes équipes, en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait leur servir aussi. Par exemple, pour avoir une expérience utilisateur cohérente, toutes les guidelines qu'on va avoir sur le produit peuvent s'appliquer, par exemple, ou se retrouver sur la FAQ ou sur les messages de Customer Support ou sur les messages aussi marketing, les landings, etc. Donc, du coup, ce support sur lequel j'ai travaillé et qui était plutôt à destination du produit, s'est retrouvé comme étant un support très transverse. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la collaboration s'est faite. Et comme le disait Audrey, l'idée, c'est pas de rajouter encore une charge de travail des interlocuteurs sur les épaules de l'UX Writer, mais d'avoir des points de contact dans les différentes équipes pour justement communiquer. Je pense que la communication, c'est vraiment clé pour être sûr que en fait, ce qu'on applique dans le produit va être aussi ou peut servir à d'autres équipes. Donc voilà. Moi, j'ai 2 exemples pour compléter ça, mais je vais le faire rapidement parce que ce qui a été dit est très, très juste. Côté marketing et côté customer support, mais côté marketing, nous, effectivement, avant même d'avoir un UX Writer, Mike,
on a écrit les premières guidelines de rating avec la brand copywriter à la base. Donc, on avait les product designers et la brand copywriter, et on a écrit un début pour avoir quelque chose pour nous aligner. Donc, déjà, ce que je veux dire, c'est qu'on avait commencé à construire une relation avec cette brand copywriter qui est maintenant Head of Brand chez Getaround. Et du coup, on a continué cette relation avec Mike quand il a rejoint l'équipe. Et dans l'idée, en fait, on parle en fait de Getaround, que ce soit au niveau du produit ou du marketing, d'une seule voix. On parle de brand voice, de brand personnalité. Et donc, essayer, même si c'est moins impactant au niveau du produit, il y a quand même des opportunités de la représenter, cette marque Getaround ou cette personnalité. Du coup, essayer d'être aligné aussi, non pas que sur les guidelines de UX Writing, mais aussi de Tone of Voice et de Brand Voice. Donc ça, c'est hyper important, je pense, et ça aide toujours d'avoir un bon partenaire marketing. Et Customer Support, je sais que Mike avait fait aussi une présentation, en fait, parce qu'au Customer Support, on écrit aussi. Et il a fait une présentation et quelques slides et bonnes pratiques pour mieux voilà, écrire, quoi. Donc voilà, c'est 2 exemples que j'ai de collaboration où effectivement on rajoute pas forcément trop sur les épaules de quelqu'un qui est déjà bien occupé, mais on facilite les connexions avec des rôles similaires ou en tout cas des gens qui écrivent. Très, très, très clair. Alors, dans le chat, on a des petits retours sur les mots vous-même que vous utilisez. Il y a beaucoup d'anglicismes, on nous dit. Est-ce que parfois vous utilisez quand même des mots en français ou pas? C'est marrant ce retour. Après, je ne sais pas, Jérémy et Sophie, mais moi, c'est vrai que les anglicismes, c'est aussi parce qu'on travaille beaucoup en anglais. Chez Open Classroom, en fait, tout est en anglais, toute la documentation est en anglais, etc. Donc, c'est vrai qu'on a souvent les mots anglais. Après, je suis sûre qu'on pourrait trouver les équivalents de tous ces mots en anglais. Je pense que aussi j'ai vu un peu dans les retours, je pense qu'il y a aussi les côtés product. Moi qui suis passée d'agence à product il n'y a pas longtemps, il y a plein de termes, je pense que je n'aurais pas compris il y a quelques mois et que là maintenant je comprends de par l'environnement produit aussi. Donc ouais, je pense que c'est un mélange de choses qui fait qu'effectivement je veux bien croire que ce n'est pas toujours facile à comprendre. C'est pas un sujet évident parce que toutes les ressources qu'on lit tous les jours sont écrites en anglais, les cultures et les rôles sont en anglais. Les outils qu'on utilisent des termes anglais, donc c'est vraiment pas évident. Je reconnais la faute, hein, clairement, on devrait faire mieux. Mais on baigne en fait dans l'univers produit, dans une culture qui est majoritairement anglaise en fait. Et je pense comme dit Audrey, on pourrait le faire, mais par connexion immédiate de notre cerveau, on utilise ces mots de façon transparente. Jérémy, tu viens de parler des outils. C'est une très bonne transition pour partir sur les questions de nos participants. Alors, vous avez encore la possibilité, si vous le souhaitez, de voter sur les questions auxquelles vous voulez absolument avoir une réponse ce soir. Et la première, c'est justement sur les outils. Est-ce que vous utilisez des outils spécifiques dans vos quotidiens? Du coup, je peux répondre à cette question. En fait, on l'a mentionné un peu plus tôt, mais du coup, j'utilise au quotidien les mêmes outils que les product designers, à savoir Figma principalement. Mais du coup, en tant que UX Writer, on n'a pas d'outils à proprement parler. Donc, en fait, on se les est construits. Donc, avec Kai, qui est UX Writer en Allemagne. Du coup, on se construit parce que du coup, le fait d'avoir aussi le produit dans 2 langues fait qu'on a besoin d'avoir des outils communs. Et pour nous, les outils, ça va être le content system et le glossaire, principalement au quotidien, qui va nous aider à avoir une cohérence entre les termes. Donc, le glossaire, avoir une standardisation aussi de la manière d'écrire le produit, d'avoir des normes, d'avoir une cohérence dans l'UX. Que ça soit en français ou en allemand. Bon, il est créé en anglais principalement, donc ça ajoute une 3e langue. Mais du coup, voilà, ça va être nos outils principaux, donc le glossaire, le content system et Figma, parce que du coup, on intervient directement dans les maquettes au quotidien. Moi, je sais que les UX Writers chez nous, elles utilisent aussi un logiciel qui s'appelle PhraseApp, qui est un logiciel de localisation. Je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle Localize, donc là où ça permet de créer des clés de traduction et en fait de centraliser les mots de la plateforme sur ces logiciels, ce qui permet qu'elles peuvent aller faire des modifications directement en production sans passer par les développeurs. Et puis aussi, ça permet bien sûr de gérer toute l'internationalisation. Donc ça, c'est assez intéressant. Et elles utilisent aussi pas mal de petits outils qui sont, enfin là on les utilise en gratuit, mais je sais qu'il y a des versions payantes comme Grammarly, il y a quoi, Textio, je crois, Readable aussi, et ça c'est tout plein de petits outils qui leur permettent de vérifier la lisibilité
Le ton aussi, ils sont vraiment bien faits, ces petits outils-là. Tu peux, en écrivant une phrase, tu peux vérifier déjà est-ce qu'elle va être facilement lisible ou pas, avec des pourcentages. Donc ça peut aider aussi à monitorer ce qui est la qualité, on va dire, entre guillemets, de ce qui est écrit. Et puis aussi, ça peut déceler le ton. Est-ce que c'est très sérieux, très institutionnel, très friendly, etc. Donc, friendly, désolé, amical. je vais essayer franchement de faire attention aux anglicismes parce que c'est vrai que c'est pas cool. Est-ce que tu peux nous noter le nom de l'outil dans le chat, Audrey, s'il te plaît? Je pense que ça va intéresser certains de nous. Moi, je compléterais, enfin, même pas compléter, mais je mettrais l'accent sur Figma, Design UX Writer. Figma, on ne le vend jamais assez pour son aspect collaboratif qui est juste ultra simple et qui permet à la fois d'avoir des propositions, de ne pas utiliser de l'orem ipsum. Encore une fois, c'est une des bases en fait en UX Writing de ne pas avoir de faux texte dans les maquettes. Donc Figma permet de faire le lien entre la réflexion en cours, des explorations, les maquettes, les commentaires, tout ça UX Writer et designer. Donc c'est vraiment hyper bénéfique. Ok. Super. Alors on va passer à la prochaine question. Alors je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Oran nous demande un exemple concret de designer pour les mots. Est-ce que vous la comprenez? Designer, je pense, pour les mots. Mais à mon avis, je ne sais pas, mais je pense que ça a été répondu dans le sens, c'était des exemples de comment un mot peut jouer sur l'expérience, j'imagine. Je ne sais pas si elle veut préciser, mais j'ai l'impression que Jérémy et Sophie ont donné pas mal d'exemples. Après, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Moi, j'en ai un en tête. Si vous recherchez, en vrai, Google a énormément de ressources de base de UX Writing et de guidelines, et ils ajoutent des exemples qui sont hyper clairs et concrets. Et un exemple qui me vient en tête, c'est l'erreur de mot de passe. Et eux, ils prennent cet exemple où, en fait, s'il n'y a pas de réflexion design avec les mots, justement, de réflexion UX Writer, on va juste dire en 3 lignes, il y a une erreur 402, ton mot de passe n'est pas bon, et on ne te donne aucune solution. Le UX-Writer, dans ces cas-là, lui, doit penser à quelle information va être lue en premier. Donc, est-ce que c'est le titre de la pop-up ou de la notification et comment on va avoir le bon ton, parce que là, on est dans une expérience désagréable. Ensuite, comment on t'aide à la résolution de ce cas-là. Donc, on te fait comprendre la cause de ce qui se passe. Donc là, c'est ton mot de passe qui est erroné ou qui n'existe pas, etc. Et on te donne une résolution à travers deux boutons qui sont soit reset ton mot de passe, soit essaye encore, quoi. Et du coup, c'est un exemple concret, et il y en a plein d'autres, mais où en fait, c'est un seul écran, c'est un seul composant et quelques mots, mais il y a une vraie réflexion et un besoin de faire mieux et efficace et de guider l'utilisateur plutôt que de se retrouver sur un mur de texte qui n'aide personne et qui en plus sera frustrant. Si je peux compléter avec un autre exemple de designer avec les mots dans la même on va dire que c'est ce que Jérémy vient de dire. En fait, c'est tout ce qui est placeholder, donc c'est-à-dire sur un formulaire, le contenu qu'on va mettre dans un champ pour indiquer à l'utilisateur quelle valeur on attend dans ce champ. Et en fait, on va dire que souvent le champ répète le label. Par exemple, on va avoir adresse email et adresse email. Et en fait, en UX Writing, on va souvent pousser pour avoir un exemple concret. Donc, par exemple, saisir votre adresse email professionnelle dans le champ pour vraiment donner à l'utilisateur beaucoup plus d'informations sur quelle adresse email précisément on attend à cet endroit précis du formulaire. Du coup, c'est vraiment guider et accompagner l'utilisateur. Et du coup, un formulaire qui semble peut-être un peu long ou peut-être un peu fastidieux à remplir. Du coup, l'UX Writing va vraiment aider l'utilisateur dans la complétion de ce formulaire-là, quoi. Ok. Merci pour ces précisions, Sophie, Jérémy et Audrey. On va passer à la prochaine. Mélanie nous demande est-ce que le profil du UX Writer va travailler aussi sur des problématiques de SEO? C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la performance du produit. Est-ce que pour vous, cette personne peut aussi travailler sur des problématiques d'SEO? Aujourd'hui, nous, pas directement, c'est-à-dire que pas les UX Writers ne s'occupent pas de ça. Après, pour moi, elles peuvent participer à des conversations, donner des inputs, etc. Je ne sais pas chez les autres comment ça se passe. Mais... Même réponse, de mon côté, même réponse. Faut pas
faut pas avoir des frontières trop fortes où l'UX Writer n'a pas son mot sur du contenu ou du SEO, du marketing. Pour autant, c'est quand même des métiers séparés avec des intentions, des missions, objectifs séparés. Et moi, effectivement, Mike, chez Getaround, ne travaillait pas forcément sur le SEO. C'est pareil pour moi, je ne travaille pas forcément sur le SEO, mais ça ne veut pas dire que le jour où il faut avoir une conversation avec les personnes qui travaillent sur ce sujet-là, la porte sera fermée. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne fait pas partie des missions que je fais au quotidien. Ça marche. Merci beaucoup. Et on va prendre une dernière question. Allez, Marianne, plus sur les qualités et les compétences. Est-ce que pour vous, un UX Writer doit avoir des connaissances assez costauds, ou pas d'ailleurs, en psychologie cognitive? Elle est marrante. Enfin, c'est marrant la question parce qu'en fait, en la lisant, moi, je me suis dit, en fait, c'est là où on voit que comme c'est important la complémentarité des profils dans une équipe. Parce que pour moi, par exemple, si jamais tu as quelqu'un qui fait de la user research et qui a déjà cette compétence forte-là, est-ce que tu vas aller la chercher chez ton UX Writer? Pour moi, pas forcément, en fait. Donc, c'est marrant parce que quand on veut ajouter des skills, des fois, en fait, on se rend compte que ça dépend aussi de qui d'autre on a dans l'équipe, de ce qu'on va vouloir construire. Enfin, je ne sais pas si les autres ont des remarques là-dessus, mais c'est ce qui m'est venu quand j'ai lu la question. Oui, je rejoins pas mal ce que tu es en train de dire. En fait, chez Doctolib, l'équipe design est composée de user researchers, de product designers dans l'équipe dans laquelle je suis inclus et d'autres brand designers. Mais en fait, je suis vraiment entre le product design et la user research. En fait, toutes ces connaissances-là, je vais plutôt aller les chercher côté user research où en fait, c'est eux qui vont m'apporter ce complément de compétences, on va dire. Et du coup, vont m'apporter aussi leurs connaissances en user research, leurs bonnes pratiques, leurs méthodos. C'est pas une compétence que j'ai initialement et qui peut-être pour moi ne compte pas énormément pour un UX Writer, mais si il y a des user researchers, ça peut être vraiment complémentaire et un binôme hyper intéressant au même titre qu'un product designer et un UX Writer. Très, très clair. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Je sais qu'il reste encore plusieurs questions. On va les garder de toute façon. Et si Audrey, Sophie et Jérémy ont un petit peu de temps avant les fêtes, on vous enverra les réponses par mail. On a tous vos mails de toute façon, ne vous inquiétez pas. On vous remettra également des outils qu'on a pu citer, des liens vers des podcasts, des liens vers des super livres ou des blogs qui existent pour que vous puissiez continuer à vous enrichir sur ce sujet vaste, passionnant. C'est vrai que là, on pourrait en parler encore toute la soirée, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Sophie, Jérémy et Audrey. Merci aussi à vous, les participants, de nous avoir suivis toute cette heure-là. Vous aurez le replay d'ici demain, la fin de la semaine maximum. Je vous remets le lien pour les replays. N'hésitez pas à continuer à nous suivre. On se retrouve, nous, au mois de janvier, le 12 pour être précis, et on parlera produits et growth pour la rentrée. Merci encore. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier petit mot, faire un petit de points? Merci à toi déjà, Amandine, c'était super comme conversation. Moi, j'ajouterais juste que, ouais, effectivement, c'est un sujet passionnant et que c'est hyper important pour l'UX, le design. Du coup, d'en faire un métier, c'est encore autre chose, mais d'être curieux et d'essayer d'appliquer des bonnes pratiques, moi, j'encouragerais à tout le monde. C'est passionnant, par contre, ça prend du temps, c'est dur. Voilà. Je n'aurais pas dit mieux, donc merci beaucoup. Merci Amandine pour l'organisation et à Tia et à l'équipe. C'est gentil, merci à vous surtout. Allez, bonne soirée à tous, passez de bonnes fêtes et faites attention à vous. Allez, salut. Ciao.